oui, oui. Et ce qui est très frappant d'ailleurs à relire l'Iliade et à s'attacher aux paroles d'Achille, ces paroles d'Achille sont transies par l'annonce de sa mort. Il ne fait que ça, il ne fait qu'en parler, à dire vrai. Et chaque fois, même la bouderie, en réalité, c'est parce qu'on va le priver de la gloire qui lui revient. C'est ce qu'il dit à Agamemnon dans sa fureur. À quoi sert de combattre? Mon honneur est froissé, etc. En fait, c'est l'immortalité de la gloire qu'on lui refuse. Mais tout l'épisode que choisit Homère pour l'Iliade, c'est-à-dire du début de la colère jusqu'à la fin et jusqu'à la mort d'Hector, tout parle de la mort d'Achille. Tout lui-même et tout autour de lui est signe de cette mort jusqu'à ses chevaux, son cheval immortel, lui, qui lui dit mais cette fois-ci encore, nous allons t'emporter vers les combats, mais sache que ton heure est venue, etc. Oui, donc une mort avec la perspective de l'immortalité, mais en même temps une mort dont le tragique ne se résout pas dans l'immortalité. Luc Ferry. D'abord, je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire tous les deux. Je crois qu'il faut faire attention à une chose, évidemment, mais c'est pas à vous que je le dis, c'est que nous avons affaire, pas simplement avec Homère, ou pas principalement avec Homère, mais même avec Homère, à une littérature générique, c'est-à-dire une littérature sans auteur. C'est très difficile. Par exemple, pour le talon d'Achille, on a deux versions. On a la version, sa maman le plonge dans l'eau du Styx, mais elle le tient par le talon, et donc elle a oublié un endroit qui va du coup ne pas être invulnérable. Et puis on a la version, l'immortalité par le feu. Thétis plonge son fils dans la cheminée, et le père Pélée arrive et sauve in extremis le fils, mais le talon a été brûlé, et on va chercher le talon d'un géant pour remplacer celui d'Achille, mais ce sera une faiblesse. En même temps, ça va le rendre rapide, Achilles Podassocus, Achille au pied léger, mais en même temps, ce sera une faiblesse. Et donc, cette littérature générique, elle nous pose une question d'interprétation, une question d'herméneutique qui est très particulière, qui n'est pas la même herméneutique, la même interprétation que lorsqu'on a affaire à un auteur dont on peut, en tout cas, imaginer qu'il y a une intention, conscience, un projet littéraire ou philosophique derrière. Et lorsqu'on réfléchit sur la question du choix de la mort par Achille, la mort précoce, il y a cette interprétation d'Arène que je crois en tout cas intéressante, mais je ne peux pas dire qu'elle est juste, parce que par rapport à quoi on va mesurer la justesse. Mais si on le mesure par rapport au monde grec, c'est assez convaincant, et qui dit, comme vous le rappeliez tout à l'heure très justement, qu'il s'agit évidemment d'acquérir non pas de choisir la mort, mais quand même de choisir l'immortalité par la gloire. Et il faut bien voir que cette gloire n'a rien à voir avec la notoriété médiatique. Il s'agit d'une compétition avec la nature, avec le cosmos. Il s'agit de faire en sorte que par l'écriture, quand on devient l'objet d'un roman historique, par l'écriture, on échappe à l'éphémère du monde humain, et on peut se comparer au fond à la pérennité du monde naturel. Et Ulysse va faire un autre choix. Évidemment. Et ce passage que vous évoquiez tout à l'heure, quand Ulysse rencontre dans l'Hadès, dans les enfers, son ami Achille, donc le passage qui est raconté dans le livre 11 de l'Odyssée, dans ce qu'on appelle la Néquia, c'est-à-dire le passage aux enfers, enfin la visite d'Ulysse aux enfers. Et c'est très très intéressant parce que dans ce passage, Ulysse est au fond assez rassuré pour ce qui est de son choix personnel, parce que il voit Achille qui lui avoue lui-même qu'il a tout raté, qu'au fond ça n'a pas marché, que cette gloire, il y renoncerait bien volontiers, et il lui dit, voilà, je préférerais 1000 fois être le dernier des serviteurs d'un paysan plutôt que d'être un roi dans cet empire des morts. Et donc Ulysse va faire un autre choix, je le dis juste très vite comme ça, mais parce que je crois que c'est vraiment le sens même peut-être de l'Odyssée presque tout entière. Il va choisir une autre stratégie d'acceptation de la mort, mais de recherche quand même de l'immortalité. Et au fond, ce que Ulysse va penser, et toute la philosophie grecque, en tout cas toute la tradition qui va de Parménide jusqu'aux stoïciens, en passant par Platon et Aristote, reprendra ce thème. Lorsqu'on s'ajuste à l'ordre cosmique, on devient un fragment d'éternité, un atome de cosmos, et d'une certaine manière, c'est le projet d'Ulysse de s'ajuster à l'ordre du monde, y compris dans son palais, qui est une oikos, qui est une petite, qui est un microcosme, et dans lequel il faut aussi remettre de l'ordre contre les prétendants qui ont mis le chaos. Eh bien, s'ajustant à l'ordre du monde, il met le paquet pour mettre de l'ordre. Oui, ça, on y viendra peut-être. Oui, la cruauté est omniprésente dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Inouïe. Pire encore, presque pire dans l'Odyssée. Voilà, le supplice des méchants serviteurs, c'est abominable. Et des servantes. Et les pauvres petites qui et sont des servantes. attachées comme des lapins par des collets, c'est affreux. Oui, en lisant l'Odyssée, on est surpris, en le relisant en tout cas, ou quand on a lu comme les contes et les légendes, c'est la part prise par l'épisode du retour d'Ulysse et la liquidation, car il n'y a pas d'autre mot, des prétendants. Ces prétendants qui sont installés, qui sont en train de dilapider son patrimoine et qui veulent la main de Pénélope, et celle-ci utilise toutes sortes de manœuvres dilatoires
pour reculer cette terrible échéance en espérant très vaguement qu'Ulysse revienne. Ulysse revient, son chien le reconnaît, il est le seul d'ailleurs. Argos, le chien Argos reconnaît Ulysse. Il y a 3 Argos. Mais alors à ce moment-là, il décide de tuer tous les prétendants. Il les tue absolument tous, alors qu'ils ne sont pas tous aussi méchants les uns que les autres. Certains lui demandent grâce, il refuse la grâce. Et les servantes qui ont couché avec les prétendants sont tuées de manière absolument ignominieuse, pendues après qu'on leur ait demandé de nettoyer le sang de la salle sanguinolente des prétendants assassinés. Donc rien ne nous est épargné de la violence même dans l'Odyssée. L'Odyssée est presque aussi violente que l'Iliade. Quand vous regardez, non, pas du tout. Quand vous regardez dans toute la mythologie, je crois que c'est sans faille, peut-être vous trouverez un contre-exemple, mais je crois que ça, à ma connaissance, il n'y en a pas. Tous les châtiments ont une signification. Ils sont à l'exacte proportion, aussi bien en termes de sens qu'en termes de proportion proprement dite quantitative, du crime qui a été commis. Les prétendants ont mis un désordre, ils ont péché par l'hubris, qui est le péché par excellence, dans ce microcosme qui devrait être à l'image du monde entier, de ce cosmos harmonieux, et donc la punition va être absolument terrible. Et le choix d'Ulysse, j'y reviens juste sur ce point, c'est de s'ajuster à l'ordre du monde, et encore une fois, s'ajustant à l'ordre du monde, bien qu'il ait accepté la mort, évidemment, c'est même la première chose qu'il fait quand il refuse la proposition de Calypso, cette proposition d'immortalité et de jeunesse éternelle, il va gagner une espèce d'éternité ou une espèce d'immortalité qui est celle du fragment cosmique, de l'ajustement à cet ordre du monde qui nous permet de concevoir la mort plutôt comme un passage d'un état à un autre que comme une fin. J'ajoute juste un petit point, parce qu'il est, je crois, aussi très significatif. Ce choix courageux de la mort, cette acceptation de la mort par Ulysse, est d'autant plus remarquable qu'il est déjà, à ce moment-là, passé par les enfers et qu'il sait à quel point c'est horrible. La description des enfers dans l'Odyssée, c'est vraiment atroce, c'est effrayant, c'est angoissant, parce que ces gens, ces morts qui sont couverts du bonnet d'Hadès, le bonnet en peau de chien qui les rend, anonymes, c'est-à-dire qui les désingularise, et puis ce brouhaha permanent, c'est une description, si on la mettait, je dirais, en film, dans un film d'horreur, en image, dans un film d'horreur ou dans un film fantastique aujourd'hui, ça pourrait faire une scène absolument atroce, effrayantissime. Et donc, il sait à quel point la mort est horrible, et pourtant, il l'accepte. Ça c'est quand même... C'est très rare, parce que je ne connais avant peut-être que l'épopée de Gilgamesh, où aussi il va finir par comprendre qu'on est mortel, mais c'est très proche, en fait. C'est deux thèmes extrêmement proches, je trouve incroyablement puissants, parce que c'est exactement la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Il y a une petite nuance quand même pour Ulysse et pour Achille et pour les héros homériques, c'est ce sont des héros justement. C'est pas la mort anonyme non plus. Pour eux, non. Oui. Les menaces quand même, c'est pas sûr, mais ça les menace, oui. Vernon, par exemple, insiste beaucoup sur la différence sur l'importance qu'il y a, la différence à faire entre le culte des morts et les devoirs du deuil rendus aux anonymes. Et donc, il y a une différence dans l'Hadès même entre cette foule anonyme, sombre, atroce, dont effectivement la vision est particulièrement déprimante, et tout de même ces morts avec un nom qui seront l'objet d'un culte et qui en fait, pour la plupart d'entre eux, ne font que traverser l'Hadès et parviendront à l'île des Bienheureux, ce sort quand même qui est réservé à ces grands noms. C'est aussi ça l'immortalité dans la mort cette fois-ci. Donc il y a des régimes de mort vous l'avez dit vous-même différents. Dans l'Odyssée, Achille vu par Ulysse, vous avez raison d'introduire cette nuance, n'y croit pas, puisque quand Ulysse lui parle et lui dit parmi les morts tu règnes de nouveau, il répond vertement « Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse. J'aimerais mieux être sur terre domestique d'un paysan, fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, que de régner ici parmi ces ombres consumées. » Je lis la traduction de Philippe Jacotet de l'Odyssée. Donc, pour Achille, à ce moment-là, il ne saurait être question d'une île des Bienheureux. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est remarquable de voir les développements après Homère et même après les cycles de la guerre de Troie, c'est-à-dire même après les Nostoi, etc., avec des poètes comme Stas, etc., on s'acharne au contraire à réimmortaliser, si on peut dire, Achille, justement. Il faut quand même essayer d'oublier un peu il s'est laissé aller, grosso modo. Il s'est laissé aller devant Ulysse. En réalité, non. Il reste un héros absolument étincelant et il est dans l'île des Bienheureux. Alors,
si je peux juste là-dessus, l'hypothèse qu'évoque Vincent Delcroix, c'est-à-dire l'hypothèse de ce qu'on appellera plus tard le paradis, finalement, donc ces Champs-Élysées, cette île des bienheureux dans lesquels, en effet, à la différence des morts anonymes, vous avez intégralement raison, c'est très important, le héros va garder un nom et garder